comment me faire parvenir les justificatifs, donc les pièces. J'ai créé une adresse mail, mais que j'ai transmise, sauf erreur de ma part, à l'UNSA, justement. Alors, j'ai créé une adresse mail dédiée, donc je peux l'écrire. Je ne sais pas si tout le monde la verra. Alors, juste laissez-moi 2 secondes. Hop, je vous la colle ici. Voilà, elle est collée là. Alors, donc, je finis de répondre. Alors, sur cette boîte mail, quand vous m'adressez donc vos dossiers, les pièces pour que moi, je puisse travailler sur les requêtes, je veux bien, si ça ne vous dérange pas, que dans l'objet, vous indiquiez vos noms, prénoms, en fait, tout simplement pour que moi, je puisse classer, en fait, informatiquement chaque dossier. Ça va être ça m'évite d'ouvrir le premier bulletin de paie, si vous voulez. Alors après, je sais qu'on a tous des adresses mail qui correspondent pas forcément à nos noms et prénoms, et c'est pour ça que je préfère que dans l'objet, vous marquiez bien votre nom et prénom. Ensuite, pour être présent aux audiences, n'ont aucune obligation, que ce soit l'audience de conciliation ou l'audience de jugement, il n'y a aucune obligation de présence. Il y a encore quelques années, si on n'était pas présent à l'audience de conciliation, qui est la première audience, mais je vais expliquer les deux audiences qui se tiendront dans le cadre de cette procédure. On devait avoir un mot d'excuse. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas à partir du moment où on est représenté par un avocat ou un défenseur syndical. Donc, non, aucune présence obligatoire aux audiences. Quelle est la date limite de dépôt du dossier? Là, ça va être en fonction de vous, mais je crois, mais là, je parle sous le contrôle du bureau. Enfin, j'appelle ça le bureau, je suis désolée, je ne sais pas comment l'appeler autrement. On s'était fixé, je ne sais plus si c'était courant décembre ou fin décembre, mais il me semble que… Alors, quand vous parlez de dépôt de dossier, c'est l'envoi à moi ou le dépôt de dossier devant le conseil de prud'homme, parce que c'est 2 questions différentes. Je pense que c'était les dépôts de dossier, c'est Emmanuel, de l'UNSA. Oui. Les dépôts de dossier chez vous. Chez moi en fait, tout dépend de la date à laquelle vous allez souhaiter qu'on dépose les requêtes, parce que il faudra qu'on en discute un petit peu plus sur le fond pour savoir si on dépose des requêtes sommaires ou des conclusions abouties pour chacun d'entre vous. En fonction de la réponse à cette question, le plus tôt est le mieux. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait se fixer, peut-être se laisser un mois là jusqu'au 19 novembre pour que vous m'adressiez tous les éléments. Alors, pouvez-vous éclaircir quelle fiche de salaire faut-il vous donner, que celle de décembre ou toutes les feuilles de chaque mois depuis 2012? Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible. Il me faut, avant avril 2013, le bulletin de paie juste le mois avant le dernier changement d'échelon, le bulletin de paie du changement d'échelon, d'accord? Le bulletin de paie de mars 2013, si vous voulez, je l'écris, comme ça vous avez une trace écrite, dites-moi si vous préférez ça. Je le dis à l'oral et je vais l'écrire ensuite. Et ensuite, tous les bulletins de paie d'avril 2016 à aujourd'hui, en fait. Donc, je vais l'écrire, d'accord? Alors, bulletin de paie, BP, ça va pour tout le monde? En fait, Hélène, c'est disponible déjà dans la FAQ. Ah, voilà, c'est fantastique. Je vous renvoie à la FAQ. On ajoutera également l'adresse mail. On attendait en fait d'avoir la visio pour donner votre adresse. Que je sois pas… Oui, je comprends. Merci Laetitia. Alors tout est écrit, donc c'est super. Voilà, tout est déjà écrit et l'adresse mail, elle sera donnée. Je l'ai mise dans le petit chat là, donc vous l'avez et je pense que ce sera répercuté par Laetitia après, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà, là je suis les questions qui apparaissent. C'est de nouveau Laetitia. Est-ce que vous voulez bien faire un petit rappel en fait de la procédure, à savoir pourquoi on part et les délais, etc. rapidement? Oui. Alors, donc, comme vous le savez, l'UNAC a saisi le tribunal judiciaire. Alors, je suis désolée, je vais essayer d'être la moins avocate et juridique possible pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. S'il y a quelque chose qui vous semble pas clair, n'hésitez pas à me le dire. On est là pour parler clairement et franchement. Et s'il y a des incompréhensions, ça sert à rien. Donc, l'UNAC, en 2018, a saisi le tribunal judiciaire justement pour invoquer un manquement
d'Air France à un accord collectif sur le gel des échelons qui devait s'arrêter en avril 2016, mais sans qu'on reparte d'avril 2016, mais qu'on reparte bien comme si de rien ne s'était passé pendant ces 3 ans de gel, donc à la situation qui était la vôtre en mars 2013. Ce qui n'a pas été le cas, vous le savez tous, puisque la date qui a été reprise comme point de départ par Air France a été avril 2016 et absolument pas avril 2013, qui effectivement vous fait tous louper 3 ans par rapport à votre avancement de carrière et aux échelons que vous auriez pu gagner, aux postes que vous auriez pu avoir et donc au rappel de salaire, au salaire que vous auriez dû toucher, etc., etc. Et tout ça a un impact jusqu'à ce que la situation qui aurait dû être la vôtre et la situation qu'elle est aujourd'hui redeviennent la même, si vous voulez. Donc, il y a un vrai préjudice et en termes d'avancement de carrière et en termes de salaire perçu, entre guillemets, puisque vous avez 3 ans de retard. Je l'explique comme ça, grosso modo, pour que ce soit le plus clair possible. L'UNAC a gagné, donc il y a seulement l'UNAC qui avait saisi, évidemment. L'UNAC a gagné devant le tribunal judiciaire. Air France a fait appel devant la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire en disant bien que effectivement Air France n'avait pas appliqué l'accord comme il aurait dû être appliqué et donc qu'il était enjoint à Air France de repositionner tout le monde comme si le point de départ avait bien été avril 2013 et pas avril 2016 et donc de répercuter tous les rappels de salaire conséquents. De là, cette procédure qui ne concernait que l'UNAC et Air France, et donc pas chaque salarié PNC, a ouvert la voie, si vous voulez, à ce que chacun puisse se dire qu'effectivement, il y avait des violations d'accords et des répercussions individuelles en termes de salaire et d'avancement de carrière pour chaque PNC. Et donc, de là, on s'est dit, effectivement, il faut y aller pour récupérer pour se voir repositionner à l'échelon auquel on aurait dû être et pour récupérer le rappel de salaire qui aurait dû nous être versé, en tout cas, si Air France n'avait pas fait n'importe quoi et avait correctement appliqué l'accord. Alors, il y a le problème de la prescription. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la prescription, c'est que le droit, c'est pas illimité dans le temps et pour une sécurité juridique, on ne peut pas remonter à plus d'un certain nombre d'années pour récupérer des salaires. Alors, en principe, les salaires, la prescription, c'est 3 ans avant le moment où on saisit un conseil de prud'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on saisit aujourd'hui, on pourrait remonter qu'à octobre 2019, d'accord ? Sauf que je ne suis pas la seule à le penser et je pense qu'on est plusieurs à partager cette position. Je vais soutenir que la procédure qui a été initiée par l'UNAC devant le tribunal judiciaire de Bobigny en 2018 a interrompu le délai de prescription. Donc, ça veut dire qu'on peut remonter à 3 ans avant la saisine du TJ par l'UNAC. Ça veut dire que on peut bien remonter à avril 2016, c'est-à-dire le point de départ de la situation où tout a capoté, si vous me permettez l'expression. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On verra bien ce qu'Air France nous soutient de l'autre côté de la barre par rapport à ce problème de prescription. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui va être soutenu par la majorité des conseils des différents syndicats, cette interruption de prescription par la procédure qui a été initiée par l'UNAC en 2018. Une fois on est obligé de faire une requête individuelle pour chaque PNC, d'accord ? Alors, excusez-moi, je regarde en attendant, je vois qu'il y a des milliards de questions qui sont arrivées. Contrat de travail. Alors, oui, les documents à transmettre sont dans la FAQ. Est-ce que tous les PNC sont concernés, sauf ceux qui étaient à échelon 10 en mars 2013 ? Parce que il n'y a pas d'évolution, si vous voulez, ils étaient à leur maximum, donc il n'y a pas d'évolution qui était possible, en tout cas postérieurement. Comment cela se passe-t-il en cas de congé parental entre 2017 et 2020 au niveau des fiches de paie ? Ça, c'est mon travail, c'est moi qui vais calculer tout ça. Voilà, donc je reprends la parole sur le fait qu'on ne peut pas, ça n'existe pas encore vraiment en France, qu'on appelle les class actions, où en fait, on fait un dossier pour tout le monde. Là, on est obligé, c'est certes du contentieux de masse, mais on est obligé de faire une requête individuelle par salarié qui souhaite aller devant le conseil de prud'homme. Donc, en fonction du nombre de salariés PNC que vous serez à vouloir déposer une requête, il y aura autant de requêtes que le nombre de salariés. L'objectif,
c'est de faire un effet de masse et de déposer toutes les requêtes en même temps pour que il y ait un effet de masse et qu'on ne se retrouve pas à avoir 45 audiences différentes et qu'on soit toutes audiencées en même temps. À partir du moment où on saisit le conseil de prud'homme, donc par une requête qui sera adressée par mes soins, faite par mes soins, en fonction des éléments que vous allez m'envoyer par mail et qui sont listés dans la FAQ, moi, je prépare cette requête, je les dépose toutes en même temps. Et là, il faut compter à peu près, je pense, d'expérience entre 15 jours et 3 semaines pour que nous soit adressé, pour que vous soit adressé, pardon, une convocation à ce qu'on appelle une première audience, dite audience BCO, Bureau de conciliation et d'orientation, qui est une audience qui n'est pas l'audience de plaidoirie, c'est une audience qui est faite, qui est à huis clos, ça c'est important, elle n'est pas publique contrairement à la seconde audience de la procédure. C'est une audience où les conseillers prud'homaux qui seront deux, un côté salarié, un côté employeur, un greffier et moi, l'autre avocat et éventuellement les salariés concernés, qui est faite pour tenter de nous faire concilier et ne pas aller en audience de jugement. C'est-à-dire que tenter de nous faire dire, à Air France, en fait, les demandes de ce PNC en particulier et de tous les PNC concernés par la procédure sont fondées. Donc, il faudrait peut-être trouver un accord amiable ou que vous régularisiez la situation avant de vous prendre une condamnation avec des frais de procédure en plus. Ça sert à ça, l'audience de conciliation. Dans 90% des cas, on ne concilie pas à ce stade-là de la procédure. Et ça veut dire que le rôle de l'audience de conciliation est uniquement d'aller chercher ce qu'on appelle un calendrier de procédure. Qu'est-ce que c'est le calendrier de procédure? C'est 3 dates. Une première date qui est fixée par le Conseil de prud'homme pour fixer le délai au terme duquel nous, moi, avocate des PNC, je dois déposer mes conclusions définitives avec les bons montants, les montants précis, etc. Donc, devant le Conseil de prud'homme et les adresser à l'avocat de la partie adverse. Une autre date qui est le délai par lequel l'autre partie, donc Air France et son conseil, devra nous adresser ses conclusions en réponse, donc son argumentaire en réponse par rapport à nos demandes. Et une autre date qui est l'audience de jugement de votre affaire, qui devrait donc être la même pour tout le monde si on dépose toutes les requêtes en même temps. Et là, c'est l'audience de plaidoirie où moi, je plaiderai en premier pour chacun d'entre vous. Alors, je ne vais pas plaider 500 dossiers, je vais plaider en gros une trame qui sera le même argumentaire juridique parce que ça va être la même chose pour tout le monde, avec dans le dossier un tableau individualisé des rappels de salaire pour chacun d'entre vous. Et là, il est évidemment exclu que chaque tableau soit plaidé et expliqué à l'audience parce que aucun conseiller prud'homal, aucun conseil de prud'homme de France ne nous autorisera à détailler à une audience de jugement 500 ou je ne sais pas combien nous serons, tableaux de rappel de salaire. À partir du moment où notre tableau qu'on aura fourni dans le cadre de notre dossier écrit sera extrêmement bien détaillé, extrêmement clair, etc. Donc, j'imprimerai tout en A3 avec des couleurs pour les conseillers prud'homaux, etc. Ce qui est important d'expliquer à l'oral et de plaider, c'est pourquoi on demande ça, sur quoi c'est fondé juridiquement et comment on s'est débrouillé pour faire ce tableau, pour faire les rappels de salaire auxquels on parvient dans le cadre de nos requêtes prud'homales. Et à l'issue de cette audience de jugement, donc des questions pourront être posées, on pourra répondre, etc. Si certains d'entre vous sont là, vous pourrez vous voir poser des questions par les conseillers prud'homaux. Et à l'issue de cette audience, généralement, les conseillers prud'homaux fixent ce qu'on appelle une date de délibéré, c'est-à-dire une date à laquelle nous aurons le résultat de notre action. Généralement, c'est entre 2 et 5 mois, la date de délibéré pour avoir le résultat. Et attention, j'attire votre attention sur le fait que la date de délibéré ne coïncide pas avec la date de rédaction d'un jugement. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on appelle le jour prévu du délibéré le conseil de prud'homme, on nous dit, en gros, voilà pour tel salarié, déboute, condamne, machin, etc. Et on a généralement le jugement écrit qui vous est notifié par voie postale en courrier recommandé avec accusé-réception 1 mois après. C'est-à-dire que les conseillers prud'homaux délibèrent, ils font leur petite cuisine en interne à l'issue de l'audience, ils écrivent juste les condamnations et c'est tout.
et il motive et rédige le jugement après avoir délibéré. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour pas perdre de temps, si vous voulez, sur le sens des décisions. Et c'est pour ça que dans la FAQ, je demande à tous de bien vouloir me donner leur adresse de domicile aujourd'hui. Et si elle évolue par rapport à la date de jugement, il faudra l'actualiser parce que la notification postale du jugement, elle ne vous sera faite qu'à vous et à vous seul, pas à moi. Et c'est cette notification postale qui sera très importante pour exécuter le jugement ou faire appel, par exemple, si on est débouté. Voilà. Alors, je reprends. J'espère que je suis claire. Si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer sur la procédure, n'hésitez pas. Je reprends le fil des questions qui sont posées dans le petit… alors, voilà, là, c'est noté. Comment ça va en cas de congé parental? Je vous ai répondu. Est-ce qu'ensuite, il faut envoyer les bulletins PET tous les mois pour actualiser la situation jusqu'au jugement? Tout à fait. Parce que, en gros, comme ça court toujours, le rappel de salaire, eh bien, il faudra qu'à la date de jugement, j'ai tous les bulletins de paie jusqu'à la date de jugement. Alors, vous pouvez soit me l'envoyer au fur et à mesure, soit à partir du moment où on a la date de l'audience de jugement, me les envoyer tous d'un coup parce que moi, mon tableau, il sera fait, donc j'aurai juste à actualiser, si vous voulez, par rapport à ça. Donc ça, vous ferez comme vous voudrez, soit tous les mois, soit un bloc, si vous voulez, le mois précédent l'audience de jugement. Pour les périodes datées, faut-il vous fournir les relevés des IJ de la CPAM? Alors, ça, je ne peux pas répondre tout de suite à cette question. Je ne pense pas. Parce que non, je ne pense pas. Je me réserve. Alors, je me note la question, mais je pense que je pourrais quand même la conserver. Le fil là, période datée, besoin. J'imagine qu'Air France subroge la CPM. J'imagine pas qu'elle ne le subroge pas. Donc, c'est Air France qui vous fait les avances des. Non, il n'y a pas de subrogation? Non, maître, en effet, on n'a pas de subrogation Air Ah, France. alors, là, vous me choquez, mais OK, il n'y a pas de subrogation. Alors, j'aurais effectivement besoin des relevés d'IGSS. Ouais, je veux bien. Si j'ai bien compris, si Échelon 10 en 2013, pas concerné par la démarche. Tout à fait. Quelle est l'adresse où nous devons vous envoyer tout le dossier? Ça va vous être transmis et je l'ai mis tout en début il suffit de remonter tout en haut. Une adresse mail dédiée, Laetitia vous a répondu. Allez-vous plaider des dommages à intérêts? Bien sûr. Alors, des dommages à intérêts de différentes sortes. Déjà, des dommages à intérêts individualisés par rapport au préjudice lié à votre avancement de carrière, lié au fait que vous n'avez pas perçu toute la rémunération qui vous était due, etc. Lié potentiellement à l'impact sur la retraite, etc., etc. Mais aussi des dommages à intérêts pour inégalité de traitement. Donc là, c'est beaucoup plus général, c'est pas individualisé. Pourquoi inégalité de traitement? C'est par rapport aux pilotes qui, eux, ont connu de la même façon que vous un gel des échelons, mais qui… déjà, la période a été écourtée. Je crois que c'est passé à 1 an et demi au lieu de 3 ans en ce qui vous concerne. Et 2, eux, ont vu leur situation régularisée par rapport au fait qu'à la fin du gel, eh bien, la date de point de départ pour repartir n'a pas été celle d'avril 2016, mais celle qui était bien la date juste avant le gel. Donc, il y a une vraie inégalité de traitement. Et d'ailleurs, ça a été acté par le tribunal judiciaire et la cour d'appel s'agissant de la procédure qui a été initiée par l'UNAC. Donc, l'inégalité de traitement, si vous voulez, on est vraiment confortable par rapport à ça parce que c'est acté. Après, j'ai déjà discuté avec le bureau de l'UNSA, donc PNC, sur ce point. Moi, j'ai aucun élément aujourd'hui sur ce qui s'est passé pour les pilotes, mais c'est tellement écrit noir sur blanc dans l'arrêt de la cour d'appel qu'il suffira qu'on l'affirme pour que Air France produise les pièces, si vous voulez, de l'autre côté de la barre, pour contrer notre argumentation. Et je pense qu'ils seront en mauvaise posture parce qu'on est on a une condamnation du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sur ce point. Alors, ça, c'est pour plaider les dommages à intérêts. En cas de perte de bulletin, les duplicata sont-ils acceptés? Bien évidemment. Allez-vous synchroniser votre action avec les autres syndicats afin d'augmenter cet effet de masse? Eh bien, écoutez, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce que ça n'a pas encore été défini aujourd'hui entre moi et le bureau UNSA, si vous voulez, et les autres avocats, les autres syndicats. C'est en cours de réflexion. Faudra-t-il ou est-il préconisé que nous soyons présents ou votre présence suffit? Très sincèrement, alors, ça peut jouer le fait qu'il y ait énormément de salariés dans une salle
mais ça peut aussi agacer les conseillers prud'homaux qui sont très particuliers. C'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est une justice qui est très particulière, la justice prud'homale, pour la pratiquer depuis 14 ans au quotidien. Alors, je pense qu'il faudra qu'il y ait absolument des salariés qui soient présents, mais vous n'êtes pas tous obligés de venir parce que déjà, vous ne rentrerez pas dans la salle d'audience, hein, ça c'est une certitude. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il y en ait, moi, une cinquantaine, ça ne me choquerait pas, par exemple. Faudra-t-il, voilà, soyons clairs. Alors, le montant de mes honoraires à payer, alors je crois que ça a été indiqué dans la FAQ, mais je le rappelle. Donc, alors, c'est quelque chose qui normalement dépendra du nombre de requêtes que je déposerai pour vous. Mais donc, c'est un honoraire forfaitaire de 150 € hors taxe et un honoraire de résultat de 10% hors taxe des sommes nettes perçues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors 150 € hors taxe, c'est 20% la TVA, donc ça fait 180 € TTC. Sachant que, je ne l'ai pas précisé, on a parlé des demandes de rappel de salaire et des demandes de dommages et intérêts. Dans chaque requête prud'homale, on demande ce qu'on appelle la condamnation de notre adversaire, donc la condamnation d'Air France, à un article 700 du Code de procédure civile. Qu'est-ce que c'est cet article 700 du Code de procédure civile? C'est la demande de remboursement des honoraires qui ont été avancés par vos soins pour engager cette action. Et donc, la partie qui est condamnée, généralement, elle doit payer un article 700. Donc, je vous précise tout de suite que je demanderai plus que 150 € d'article 700 dans chacune des requêtes et que je demanderai, je pense, mais ça, je le déterminerai avec vous et avec le bureau à la fin, que je demanderai entre 300 et 500 € d'article 700 par requête, si vous voulez. Ça veut dire que si on gagne, alors on n'a pas du tout le temps ce qu'on demande, mais en tout cas, j'imagine pas une seconde le Conseil de prud'homme ne pas vous allouer un article 700. Et aujourd'hui, dans des procédures classiques, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un contentieux de masse comme ça, moi, généralement, je demande entre 2000 et 3000 € d'article 700. Et généralement, on a entre 700 et 1500 € d'article 700. Voilà. Donc, il faut toujours demander plus pour obtenir, pour qu'en tout cas, les frais d'avocat avancés soient couverts par la condamnation qui sera ordonnée par le Conseil de prud'homme. Donc, si vous payez 180 € d'honoraires TTC, si vous avez 300 €, vous êtes couvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. J'ai bon espoir que, alors je pense que les conseillers prud'homaux vont avoir un peu peur d'allouer un article 700 vu le nombre, d'allouer un article 700 élevé, je veux dire, vu le nombre de requêtes et ce que ça impliquerait pour Air France de payer. N'empêche que chaque requête est déposée et travaillée pour chacun d'entre vous. Donc, il y a un travail quand même très individualisé. Donc, l'article 700, pour moi, il est justifié pour chacun d'entre vous. Et je n'imagine pas que le Conseil de prud'homme ne vous alloue pas à minima 200 € par salarié. Pour ceux qui sont partis avec la RCC, le dépôt reste valable. Qu'est-ce que c'est? La rupture conventionnelle collective? C'est ça? Alors ça, je ne suis pas au courant. Il y a eu une RCC récemment chez vous? Oui, il y a eu une RCC récemment. Et après, je pense que la question porte surtout sur le fait, dans la mesure où un PNC est parti en RCC, il a signé un solde de tout compte. En gros, est-ce qu'il est possible d'engager une action alors qu'un solde de tout compte a été signé avec l'entreprise? Alors, de quand datent les signatures de solde de tout compte? Je n'ai plus la date en tête. C'est récent, la RCC, ou pas? C'était en 2000 à peu près. En 2020, pardon. En 2020. Bon. 2 ans et demi, oui. D'accord. Alors, bon, moi, je pars du principe que la signature du solde de tout compte, et ça se débat beaucoup devant le Conseil de prud'homme, ça ne donne pas une bonne quittance de tout ce qui a été réglé n'est pas contestable et que, pour moi, on peut aller faire du rappel de salaire 3 ans antérieurement à la rupture du contrat de travail. Donc, voilà. Donc, pour moi, ceux qui sont partis avec la RCC, on peut y aller. Alors, dans la limite, bien évidemment,
dès 3 ans avant la signature de la RCC et de la date de sortie des effectifs. Il faudrait que j'ai des précisions sur ça quand même, ce serait important. La date de signature de la RCC, la date de sortie des effectifs et la date de signature du reçu de solde de tout compte. Si vous voulez, je l'écris pour les RCC. Je pense que tout le monde comprendra. Il me faut la date de signature de la RCC, de la date de sortie des effectifs et la date de signature du reçu pour solde de tout compte. Et je l'envoie. Voilà. Alors, je reprends la liste. Dommage et intérêt pour que je lui suivi pour violation de l'accord et pour une égalité de traitement. Les courriers que vous évoquez sont-ils habituellement envoyés en RAR? Quel courrier? J'ai un truc. Là, je m'adresse à Céline Villa B. Les courriers que vous évoquez. C'est probablement mettre l'envoi du dossier de en la version requête. papier. Alors, non, j'irai le déposer en main propre au conseil de prud'homme, vu la masse, si vous voulez. Et j'ai un tampon, si vous voulez, du conseil de prud'homme sur chacune des requêtes. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, et bien sûr, les protections juridiques, ça peut complètement prendre en charge. Et alors, en plus, les protections juridiques pour un prud'homme, elles prennent en charge à hauteur de 1 000 € minimum, généralement. Donc, à mon avis, votre article 700 et vos 10%, ils sont largement couverts si vous avez une protection juridique. Étant précisé, mais je pense que tout le monde le sait, que c'est généralement avec votre banque, donc vos comptes, ou l'assurance habitation qui, des fois, est la même que la banque. Donc, voilà. Donc, c'est assurance habitation ou banque. Donc, ça, renseignez-vous parce que, par expérience, parce que je travaille avec beaucoup de protections juridiques, le maximum pris en charge par les protections juridiques, c'est à peu près entre 1 000 et 1 200 €. Donc, c'est largement couvert. Est-ce qu'un relevé d'IJ annuel suffit ou faut-il chaque relevé d'IJ de période de travail? Alors, l'IJ annuel suffit. Le relevé d'indemnité journalière suffit. Vous pouvez aller sur votre compte Amélie. Généralement, ils vous font des récaps qui sont super bien faits. Quand devrons-nous payer vos honoraires? Alors, l'honoraire forfaitaire donc de 150 € hors taxe, au moment où vous signez la convention. Voilà. Et l'honoraire de résultat, c'est précisé dans la convention, enfin dans le projet de convention que j'ai rédigé. C'est uniquement quand vous percevez les sommes. Évidemment, je ne vais pas me prendre 10% en avance sur un potentiel montant que je ne connais pas. C'est uniquement quand les sous sont dans votre poche. Voilà. Certains syndicats prennent en charge les honoraires. Pourquoi ce n'est pas le cas à l'UNSA? Alors là, je suis désolée, ce n'était pas à moi de répondre à cette question. Ça ne me concerne pas. Il faut que vous voyez directement avec l'UNSA. Déposer une demande prud'homme peut-elle être défavorable à une future sélection et une promotion hiérarchique? Alors, juridiquement, c'est interdit. On n'a pas le droit de vous discriminer parce que vous voulez faire valoir vos droits. Après, malheureusement, on n'a pas, moi, personne n'est dans les petits couloirs d'Air France par rapport à d'éventuels recrutements. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous êtes 12 000, parce que vous êtes 12 000 concernés de ce qu'on m'a dit, si vous êtes 12 000 à attaquer Air France, j'imagine pas comment vous pourriez tous, si vous voulez, concerner par une entrave, si je peux l'exprimer ainsi, à une promotion hiérarchique. Ça me paraîtrait quand même très compliqué. En tout cas, c'est interdit par la loi. Ce serait de la discrimination et vous pourriez, si vous avez la preuve de ce que on vous a refusé une promotion en raison du fait que vous avez voulu faire valoir vos droits devant un conseil de prud'homme, c'est vraiment de la discrimination. C'est interdit par les textes et vous pourriez faire une action prud'homale pour faire valoir cette discrimination. Est-ce que ce fameux article 700 au prud'homme est-il souvent appliqué par la Cour? Alors, par la Cour d'appel, j'imagine. Là, je m'adresse à Nice Banon. Je répète si vous voulez. On me demande si ce fameux article 700 au prud'homme, il est souvent appliqué par la Cour. Est-ce que, en fait, vous me posez là, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que c'est
quand on demande un article 700, est-ce que le Conseil de prud'homme le donne souvent ou est-ce que la Cour d'appel le donne souvent en cas d'appel? C'est deux questions différentes, donc je veux bien que Niels Bannon me réponde avec précision si c'est la première ou la deuxième question. Ah, peut-être que Niels m'a répondu par écrit. Oui, c'est-à-dire oui. La première ou la deuxième question, Niels? Pardon, je suis désolée. Je n'ai pas la réponse, donc du coup, je ne sais pas. Je vais répondre dans les deux cas. Alors, oui, le Conseil de prud'homme, il alloue quasiment tout le temps, un article 700 à la partie qui gagne, si vous voulez, pour s'exprimer ainsi. Surtout que là, quand même, les conseillers prud'homaux, ils vont quand même voir le travail qui a été effectué, par tout le monde pour dresser ces requêtes prud'homales. Donc, quasiment tout le temps, le Conseil de prud'homme alloue un article 700. Généralement, il n'y a pas d'article 700 quand, par exemple, il y a une partie des demandes qui est fondée, l'autre partie qui ne l'est pas, et que Air France est aussi fondée à avoir quelque chose. Vous voyez, c'est quand il y a une espèce d'équilibre entre les demandes de l'employeur et les demandes du salarié. Ce qui n'est pas du tout le cas là dans nos dossiers. Enfin, j'imagine, on verra si Air France formule des demandes reconventionnelles, mais je ne vois pas sur quel fondement elle pourrait les fonder. Devant les cours d'appel, les cours d'appel, elles allouent aussi quasiment systématiquement un article 700 si l'appel que vous ferez ou que Air France fera ajoute quelque chose à ce que le jugement de première instance, le jugement du Conseil de prud'homme vous a alloué. Je donne un exemple très concret. Imaginons que le Conseil de prud'homme vous alloue tous les rappels de salaire et pas de dommages et intérêts. On fait appel, d'accord, pour avoir les dommages et intérêts en plus. La Cour d'appel nous donne, confirme le rappel de salaire et nous donne des dommages et intérêts en plus. Elle donnera nécessairement un article 700. Voilà. Si on perd devant le Conseil de prud'homme, qu'on décide de faire appel et qu'on perd devant le Conseil de prud'homme, devant la Cour d'appel, là, la Cour d'appel, contrairement au Conseil de prud'homme, elle peut condamner les salariés à un article 700. C'est normalement exclu, mais depuis 2 ans, tous les avocats en droit du travail se rendent compte que les cours d'appel sont assez sévères avec les salariés s'agissant des appels qui ne seraient pas justifiés et donc elles n'hésitent pas à condamner. Alors, très sincèrement, je ne m'avancerai jamais à dire que dans vos dossiers respectifs, c'est certain, on va gagner, etc. Parce que la juridiction prud'homale, elle est ce qu'elle est, avec ses aléas judiciaires, etc. Mais quand même, je pense qu'on est extrêmement bien fondé à aller faire toutes ces actions prud'homales contre Air France. Voilà. Et ce qui me permet de dire ça notamment, et par contre, je vous promettrai jamais rien, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas comme ça déjà de base, et si un avocat vous promet quelque chose, il faut fuir, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ce qui me permet d'être confiante dans l'avenir de nos dossiers et de notre action, c'est que on a quand même un arrêt, un jugement du tribunal judiciaire qui sont des magistrats professionnels et un arrêt de cour d'appel qui sont aussi des magistrats professionnels qui ont condamné Air France et constaté la violation du droit du travail par Air France. Donc, on est quand même, au-delà de la pure argumentation juridique, on a quand même quelque chose de lourd avec nous et derrière nous pour aller conforter et asseoir notre action, si vous voulez. Voilà, donc là, c'était le petit aparté par rapport à l'article 700. Je remonte. Les 10% sont-ils plafonnés à un montant ? Non, normalement, ce n'est pas plafonné. L'article 700 est rarement alloué, en effet, même s'il faut le solliciter. Je ne dirais pas qu'il est rarement alloué. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que… Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences personnelles. Moi, même si ce n'est pas un gros montant, j'ai quand même très souvent un article 700 quand je défends des salariés et que je gagne, bien évidemment. Si je perds, je n'ai pas l'article 700. Pourriez-vous rappeler la liste des éléments envoyés, s'il vous plaît? C'est dans la FAQ. Bonjour, je me suis présentée à la sélection chef de cabine. Comme il s'agit d'une plainte individuelle, peut-il y avoir des conséquences pour moi de la part de l'entreprise? Je pense que j'ai répondu à cette question par rapport à l'histoire de la promotion, etc. C'est de la discrimination si on ne vous y fait pas droit et que c'est fondé
précisément sur le fait que vous avez voulu faire valoir vos droits devant un conseil de prud'homme. Donc, non, sur le papier et juridiquement, on n'a pas le droit de vous empêcher d'avoir cette promotion ou cette avancée de carrière. Après, Air France fait ce qu'elle veut en off, si vous voulez. Mais en tout cas, si on a des billes pour démontrer que elle s'est fondée sur le fait que vous ayez décidé de l'attaquer, eh ben, c'est de la discrimination et on n'a pas le droit. RCC octobre 2020, OK, octobre 2020, verra, tout est dans la FAQ, c'est ça. Par quel biais pourrons-nous échanger individuellement avec vous, maître, s'il vous plaît? Par l'adresse mail. Alors moi, en tant qu'avocat de chacun d'entre vous, enfin si vous décidez d'agir, alors effectivement c'est beaucoup de dossiers, etc. Mais je reste avocat de chacun d'entre vous. Donc il y a l'adresse mail dédiée pour ça et il y a mon numéro de téléphone au cabinet. Vous avez le droit, hein, je suis votre avocat, vous payez des honoraires pour ça. Vous avez le droit de m'appeler. Alors dans l'absolu et dans le meilleur des mondes, et c'est pour ça qu'on fait aussi cette visio aujourd'hui avec un maximum d'entre vous, c'est sûr que si je peux répondre à toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui, c'est mieux parce que moi, c'est sûr que je ne peux pas. Je suis quand même l'avocate, donc une personne humaine et je n'ai pas le don d'ubiquité. Je vais avoir déjà beaucoup de travail. Donc, si je peux m'éviter des appels multiples sur des mêmes questions, etc., moi, ça m'arrange. Après, je reste votre avocat et je dois rester disponible si vous avez des questions particulières à vouloir me poser. Donc, vous pouvez m'appeler. Il y aura mon numéro de téléphone dans ma signature de l'adresse mail. Donc, voilà, ça, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Mais je veux bien que ce soit des questions très orientées et très particulières auxquelles je n'aurais pas déjà répondu parce que sinon, moi, ça va me rajouter de la répétition, etc. Et je suis là pour ça, hein, mais si je peux éviter, c'est mieux parce que vous serez nombreux. Pour les RCC, il me faut la date de signature. Ça, c'est moi. Il n'est pas prévu d'entretien individuel à ce stade, OK. Petite question, selon vous, peut-il y avoir un impact négatif d'une participation au procès juridique dans le cadre d'un souhait d'évolution de carrière? Je pense que j'ai déjà répondu. Notre participation sera-t-elle inscrite dans nos dossiers professionnels, par exemple? C'est interdit. Non, ça, c'est pas possible. Combien de temps en moyenne prend une procédure en totalité au conseil de prud'homme? Alors, je crois que c'est répondu dans la FAQ, ça aussi. Alors, devant le conseil de prud'homme de Bobigny, section commerce, moi, j'ai fait un petit élément de comparaison. À partir du moment où on saisit, donc si on a la convocation qui nous est adressée 3 semaines après, ça ne veut pas dire qu'on a la date de première audience 3 semaines après. C'est la convocation dans laquelle il y a la date d'audience. Et là, la date d'audience, pour moi, par rapport au jour J où on saisit, je vais dire X, d'accord? X, c'est 0. Pour avoir la date d'audience de conciliation, il faut compter entre 2 et 5 mois, d'accord? Et pour avoir, sachant que la saisine du conseil prud'homal interrompt la prescription. Ce n'est pas les dates d'audience. Et le jour où on a l'audience de conciliation, il faut compter de 5 à 9 mois pour la date d'audience de jugement. Mais je crois que tout ça a été explicité dans la FAQ. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Dans les documents que vous demandez, vous parlez du contrat de travail et avenant. De quel avenant avez-vous besoin? Des avenants en général, sauf si vous en avez 40, évidemment, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aime quand même bien avoir tous les documents contractuels dans une saisine prud'homale. Je trouve que c'est sérieux, c'est plus sérieux. Et moi, ça me permet de voir ce qu'a été votre relation de travail. Duplicata de bulletin de paie accepté pour la demande, oui. Vous faut-il les avenants au contrat de travail pour maternité, par exemple, qui sont antérieurs à 2013? Non. Où se trouve la FAQ? Alors là, Thibaut, je me permets de vous laisser répondre à cette question. On ne vous entend pas. Votre micro est coupé, Thibaut. Pas de souci. Merci, maître. Elle a été envoyée donc par mail et elle est également disponible donc sur l'application et sur le site de l'UNSA, donc www.unsa-pnc.com. Alors, beaucoup attendent que la procédure soit terminée pour qu'elle soit appliquée après à tout le monde. Est-ce le cas? Alors, c'est une très, très bonne question, Fanny. C'est une très, très bonne question. Alors, Air France, je ne connais pas cet employeur. Hein. Il y a une associée de mon cabinet qui a déjà eu des dossiers contre Air France, qui a déjà agi contre Air France pour d'autres choses. Moi, je ne connais pas Air France, mais de ce que j'entends, si par exemple, vous êtes 12 ou 13 000 concernés, d'accord, par la situation,
s'il n'y a que 2000 salariés PNC qui attaquent et qu'il n'y a pas d'accord avec Air France conclu en amont de cette procédure prud'homale, etc., et qu'il y a des condamnations pour ces 2000 salariés PNC, pour moi, c'est pas du tout, mais alors pas du tout évident qu'Air France applique la même chose pour ceux qui n'auraient pas agi. Visiblement, je me permets de faire un petit parallèle puisque ça a été le dossier traité par mon associé au cabinet. Il y a eu un problème avec les pilotes et l'âge par rapport à la retraite. Je ne sais pas combien de pilotes étaient concernés par cette difficulté. En tout cas, mon associé au cabinet a eu le dossier concernant le dernier pilote concerné par cette situation de discrimination en fonction de l'âge. Et Air France a été condamné, je pense, 40 ou 50 fois en cour d'appel par la Cour de cassation et n'a jamais voulu appliquer par incidence, si vous voulez, de ces condamnations, cette situation aux pilotes qui ne s'étaient pas manifestés d'un point de vue judiciaire. Et ils ont attendu la dernière condamnation. Donc, vous voyez, je pense que c'est pas du tout acté de ce qu'Air France tirera les conséquences pour les 10 000 restants s'ils sont condamnés pour les 2000 qui ont fait une action. Là, ça, c'est hors de mon pouvoir. Moi, je serais l'avocat d'Air France. Je dirais, mais bien évidemment, et je régulariserai tout immédiatement tout de suite pour éviter des frais de procédure, des dommages et intérêts, etc. Mais je ne connais pas la politique d'Air France, je ne connais pas la manière de fonctionner d'Air France sur ce point. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, il n'y a aucune logique et évidence à ce que si 2000 salariés PNC fassent une action judiciaire et que Air France soit condamnée pour 2000 salariés, à ce qu'elle régularise la situation pour les 10 000 autres. Voilà. Donc ça, c'était une très, très bonne question. Comment faire le lien entre vous et mon assistance juridique? Alors, il faut poser la question à votre assistance juridique parce que chaque assistance juridique a sa manière de fonctionner. Voilà, donc faut demander à votre assistance juridique comment ça se passe. Moi, j'ai potentiellement une action devant le conseil de prud'homme. L'avocat en question, elle prendrait tant d'argent. Comment vous fonctionnez? Alors, je vous avoue, je me permets de préciser tout de suite que si beaucoup d'entre vous font appel à leur assistance juridique, si vous pouvez, je préférerais, parce que pour moi, ça va être un travail monstre administratif à côté, je préférerais que vous avanciez l'argent et que la protection juridique vous rembourse. Parce qu'il y a des protections juridiques qui règlent directement à l'avocat, mais il faut leur fournir tout un tas de papiers, etc. Moi, si j'ai 500 choses à faire comme ça, je ne vais pas m'en sortir parce que je préfère me concentrer sur le travail de fond qui va déjà être énorme plutôt que de gérer de la paperasse administrative. Donc, je préfère que… alors ça, c'est tout à fait d'accord. Et je peux faire un mail aux protections juridiques en leur disant, bah voilà la facture qui a été payée par votre adhérent parce que du coup, vous êtes adhérent à la protection juridique. Et donc, il faut les rembourser directement et confirmer que vous avez bien payé. Avez-vous une estimation de la durée globale pendant le procès, sachant qu'Air France fera probablement appel? Alors déjà, on attend de pied ferme la décision de la Cour de cassation parce que vous savez que Air France a fait un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 2022. Alors, un pourvoi en cassation, je crois que c'est également dans la FAQ. Je crois que j'avais fait une comparaison avec tous mes dossiers similaires, etc. Et je pense qu'on s'était dit qu'on attendait une décision de la Cour de cassation entre septembre 2023 et janvier 2024. Je ne sais plus ce qui avait été indiqué dans la FAQ, mais il me semble que c'était ça. Donc, évidemment, si la Cour de cassation rejette le pourvoi d'Air France, il n'est pas du tout exclu qu'Air France régularise la situation pour tout le monde. D'accord? On ne sait pas, on peut projeter plein de scénarios différents, mais on ne sait pas ce que Air France va faire en fonction de la décision de la Cour de cassation. Si le pourvoi d'Air France est rejeté, ça veut dire que l'arrêt de Cour d'appel est confirmé, ça veut dire que toutes nos décisions, toutes nos actions, seront fondées. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on est tout à fait… on peut être optimiste à se dire qu'on va avoir gain de cause devant le conseil de prud'homme. D'accord? Si Air France fait appel de nos procédures individuelles, donc de nos actions prud'homales individuelles devant le conseil de prud'homme, donc devant une cour d'appel, il faut rajouter 2 ans. Voilà, il faut calculer 2 ans après. Étant précisé que, c'est un point encore très juridique, mais je vais essayer de la faire très courte, si par exemple, on gagne tous devant le conseil de prud'homme,
et rappel de salaire et dommages et intérêts et article 700. Si Air France fait appel, les rappels de salaire seront de toute façon exécutoires de plein droit, même si Air France fait appel. Tout ce qui est de nature salariale comme condamnation, donc les rappels de salaire, dans la limite de 9 mois de salaire, et on ne les atteindra pas, je vous rassure, sont exécutoires de plein droit, nonobstant un éventuel appel d'Air France. Donc, le rappel de salaire sera dû en tout état de cause, d'accord? Les seules choses qui seront suspendues comme condamnation, c'est les dommages et intérêts éventuellement alloués et l'article 700 éventuellement alloué. Et encore, sauf à ce que, je suis désolée, c'est technique, j'essaie d'être la plus complète possible, le Conseil de prud'homme n'est pas ce qu'on appelle ordonner l'exécution provisoire de la décision. Si le Conseil de prud'homme ordonne l'exécution provisoire de la décision, ça veut dire que même au-delà du rappel de salaire, les dommages et intérêts et l'article 700 devront être payés par Air France, nonobstant un éventuel appel de leur part. Voilà. Comment faire si le PNC n'a plus son contrat de travail et ses fiches de paye? Alors, il faut demander des duplicata à l'employeur. Il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de vous les fournir. Alors, le contrat de travail, ce n'est pas dramatique parce que moi, ce qui m'importe, c'est votre date d'ancienneté et ça, je l'ai sur les bulletins de paie. Les bulletins de paie, c'est beaucoup plus problématique. Si je ne les ai pas, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire votre appel de salaire. Je ne peux pas voir le changement d'échelon. Vous devez vous en souvenir avant le gel des échelons, etc. Donc, c'est beaucoup plus problématique si je n'ai pas les bulletins de paie parce que les bulletins de paie, c'est mon fond c'est ma base, ma base de travail pour vos rappels de salaire et pour vos changements d'échelon. Donc, si je n'ai pas de bulletin de paie, c'est ultra, ultra compliqué. Est-ce que si Air France perd et fait appel, pourrez-vous nous représenter ou devrons-nous solliciter un avocat de la Cour d'appel? Vous pourrez me solliciter, c'est devant la Cour de cassation que moi, avocate lambda, je ne peux pas aller. Devant la Cour de cassation, c'est des avocats, ce qu'on appelle au conseil. Ils sont 200 en France uniquement et c'est des avocats très spécifiques avec une formation très spécifique. Mais devant la Cour d'appel, moi, je peux y aller. Et d'ailleurs, contrairement au Conseil de prud'homme, maintenant, l'appel en matière prud'homale, c'est avec représentation obligatoire. Donc, vous êtes obligé d'être assisté par un avocat ou un défenseur syndical devant la Cour d'appel, ce qui n'est pas le cas devant un Conseil de prud'homme. Est-il évident que Air France fera appel? Air France est pourvue en cassation sur ce dossier, faut-il attendre son jugement avant d'aller au prud'homme? Je pense que j'ai répondu en amont à cette question, je ne l'avais pas vue. Non, il ne faut pas attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Évidemment que non, parce qu'en attendant, le temps court et la prescription aussi, donc il ne faut pas attendre ça, évidemment. Et Air France, je ne connais pas cet employeur, évidemment, mais il aura tout intérêt à faire appel. Alors, il fera appel, à mon sens, là encore une fois, j'essaye de me faire l'avocat du diable parce que je ne vous le cache pas, je défends aussi des employeurs, ce qui me permet de bien anticiper ce que pourrait faire un employeur. Donc, pour moi, c'est plutôt un favorable que défavorable. Si, en cours de notre procédure à nous, prud'homale, on a l'arrêt de la Cour de cassation qui tombe, ce qui, à mon avis, va être le cas, et que Air France se fait débouter devant la Cour de cassation et donc que tout est confirmé. Premièrement, je vous l'ai dit, il n'est pas du tout exclu que Air France décide de régulariser le dossier pour tout le monde et pas que pour ceux qui auront fait une action prud'homale. 2, je ne sais pas si elle décidera d'aller au-dessus. Il y a encore la Convention européenne des droits de l'homme et certaines juridictions du droit communautaire, j'en doute fort. Mais elle pourra tout autant quand même faire appel de nos jugements prud'homaux qui concernent nos actions individuelles. Mais dans ce cas-là, pardon, j'ai un chat dans la gorge qui m'empêche de parler, c'est terrible. Et donc, oui, il n'y a pas d'évidence à ce qu'elle fasse appel. Pour moi, ça dépendra de si elle s'est fait débouter ou non devant la Cour de cassation. Et après, par contre, qu'elle se fasse débouter devant la Cour de cassation, elle pourrait estimer, même si les rappels de salaire sont justifiés, elle pourrait quand même estimer que, par exemple, non, le montant des dommages et intérêts alloués, c'est trop élevé selon elle, etc. Donc, elle pourrait faire appel, par exemple, que sur le montant des dommages et intérêts. Elle n'est pas obligée de faire appel sur tout le jugement. Elle peut décider d'une partie de l'appel, si vous voulez. Il y aura un rattrapage de 3 ans. Est-ce que ces années sont 2013, 2016 ou les 3 dernières années? Alors,
si vous voulez, je l'ai expliqué en cours je crois que je l'ai expliqué en cours de réunion. Alors, c'est pas à partir de 2013, hein, parce que, en gros, si vous voulez, quand on arrive, nous, en avril 2016, là où le gel des échelons aurait dû être levé, on reprend votre situation comme si elle avait été celle de 2013. Mais on demande les rappels de salaire à partir de 2016, comme si vous aviez évolué depuis 2013. D'accord? Donc, moi, je demanderai des rappels de salaire à partir d'avril 2016, mais comme si vous aviez évolué depuis avril 2013, en partant du principe que la procédure qui a été initiée par l'UNAC en novembre 2018 devant le tribunal judiciaire est interrompue la prescription pour les demandes de rappel de salaire. Voilà, donc c'est pour ça que je peux remonter à avril 2016. J'étais à l'échelon 6 en 2013. Avez-vous simulé un montant que l'on est en droit d'attendre? Alors, je suis transparente, j'ai fait un seul dossier test pour quelqu'un qui était échelon 7. Alors, il faut que je vérifie. Attendez, j'ouvre mon petit tableau. Ne bougez pas. Air France. Alors, voilà. Donc, j'ai fait une simulation pour quelqu'un qui était chef de cabine, échelon 7 en décembre 2011, d'accord, qui est passé échelon 7 en décembre 2011. Et j'arrive à un rappel de salaire global de indemnité compensatrice de congés payés de 6 300 € à peu près. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire, vous, échelon 6 en 2013, je ne peux pas vous faire les calculs, d'accord? Et ça dépend aussi de votre poste, etc. Donc là, je vous ai donné ma simulation pour quelqu'un qui était échelon 7, enfin, qui est passé, pardon, échelon 7 en décembre 2011. Et le rappel de salaire s'élève à peu près à 6 300 €. Si le CPH saisit avant la fin de l'année, il faut compter 9 mois de procédure minimum si aucun renvoi. Ce qui nous amènera à septembre 2023. Ok, merci Laetitia. Conclusion de l'arrêt de la Cour de cassation peut être concomitant au jugement prud'homme. Tout à fait. Nous avons accès à un historique de carrière sur ERH qui répercute les changements de niveau et les temps partiels. Est-ce une pièce intéressante pour le dossier? Donc là, je réponds à Eva si. Désolée si j'écorche le nom. S'il y a un taux. Oui, ça peut être intéressant. Tout à fait. Il me semble que ce relevé de carrière concerne les classes et non les échelons. Ah, effectivement, si ça ne concerne pas les échelons, ça ne m'intéresse pas. Les avenants concernent les changements de TA, par exemple. Serez-vous en mesure de nous dire à chacun combien vous demanderez en rattrapage? Bah, évidemment, c'est pour ça que je suis là quand même. C'est pour ça que je travaille très, très dur en ce moment pour établir un tableau extrêmement complet et structuré qui me permette de faire beaucoup plus facilement et sans avoir à faire tout à la main, entre guillemets, le rappel de salaire. Donc, j'y travaille. En tout cas, pour mon dossier test pour lequel je vous ai donné le montant que j'avais calculé, j'ai fait un tableau extrêmement complet pour parvenir à ce montant-là. Et ce n'est pas du tout un montant calculé à l'arrache, si je peux m'exprimer ainsi, ou en fourchette, si vous voulez. C'est un calcul définitif que j'ai fait avec tous les bulletins de paie depuis avril 2016 pour chaque mois, pour chaque point de rémunération, établi dans les bulletins de paie. Donc, c'est très, 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 très précis. Jusqu'ici, Air France a choisi de ne pas se conformer au jugement et fait appel à chaque fois. Comment être sûr cette fois-ci on aboutit à la régularisation? On n'a aucune certitude, je vous l'ai dit, d'aboutir à une régularisation. Et encore une fois, moi, je vous ai dit, je n'exclus pas que si on est 2000 PNC à aller devant le Conseil de prud'homme et qu'on gagne, qui paye les condamnations, je ne suis pas du tout certaine qu'Air France régularisera pour les 10 000 autres. Ça, je vous l'ai dit. Si départ de l'entreprise avant fin de la procédure, devons-nous signer le solde de tout compte? Non, vous mettez sous réserve du respect de mes droits ou vous ne signez pas, ça n'a aucune incidence. C'est pas la signature ou la non-signation d'un solde de tout compte qui fait qu'on ne vous réglera pas votre solde de tout compte. Ça, c'est interdit. Donc, ne signez pas. C'est mon meilleur conseil. Moi, je le dis à tous mes clients de ne jamais signer un solde de tout compte. Voilà. Je viens d'arriver. Le coût de la procédure, là, je vous renvoie au FAQ. Je l'ai déjà dit. Roche, ça c'est Laetitia, il ne faut même surtout pas signer votre solde de tout compte. Bon, voilà, Laetitia, on est d'équerre, j'ai envie de dire. Voilà, si vous signez, le fait de pas signer.
Quelle classe a le CC qui était en échelon 7? La classe a une incidence sur le traitement fixe. Oui, parce que alors là, non, faut que je regarde par rapport au tableau. Non, je crois pas. En tout cas, ça, moi, je l'ai. Ne vous inquiétez pas sur les bulletins de paie et je regarde les tableaux par rapport au traitement fixe et aux primes de vol qui sont faits pour chaque poste, soit steward, soit chef de cabine, soit chef de cabine principale, en fonction des échelons, etc. Et hors classe, première classe, deuxième classe. Troisième classe, quatrième classe. Donc ça, moi, vous n'avez pas besoin de me le dire. J'ai toutes les infos dont j'ai besoin sur les bulletins de paie sur ce point. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si départ d'entreprise à la fin de la période, il ne faut pas signer le solde de tout compte. OK. Emmanuel, ça, c'est ce qu'on vient de dire, effectivement. Marie-Chantal, les classes n'ont pas été impactées. Merci de ça. J'ai été coupée pendant l'explication du montant de la simulation. Pouvez-vous me rappeler le montant? Le montant de quoi, Erwan Péchard? Quel montant? Le montant de ma simulation que j'ai faite pour quelqu'un qui passe les échelons 7. Voilà, bon, bah, tout est répondu. Ah, pour le préjudice, les dommages et intérêts, du coup, ou le rappel de salaire qu'on demandera. Le rappel de salaire. Donc, vous avez votre réponse pour quelqu'un qui est passé échelon 7 en décembre 2011. J'ai calculé un rappel de salaire de 6 300 €. Grosso, enfin 6 300, je peux vous donner le détail, c'est exactement 6 342,93 €, indemnité de compensatrice de congés payés incluse, ça veut dire le rappel de CP qui est dû sur ça. Et par contre, je n'ai pas inclus dans ça, il faut que je l'inclue, il faut que je vois avec Rodolphe, même si tout était très clair, c'est à moi de faire mon petit calcul, mais il faut que j'inclue aussi le préjudice, le calcul par rapport à la retraite. Donc, ce sera un petit chouïa plus, quoi. Voilà. Ah bah alors on me pose la question, quels sont les arguments avancés par Air France pour sa défense? Je n'en ai pas la moindre idée, puisque moi je n'étais pas l'avocate de l'UNAC dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal judiciaire puis devant la cour d'appel. Je n'ai pas, alors quand on lit l'arrêt de la cour d'appel, je ne sais pas si vous avez tous accès à l'arrêt de la cour d'appel qui a été rendu pour l'UNAC et contre Air France le 31 mars 2022. On a très rapidement, si vous voulez, le résumé des argumentaires de chacune des parties, mais c'est extrêmement bref. Et je n'ai pas, vu que je n'étais pas l'avocate de l'UNAC et d'Air France dans le cadre de cette procédure-là, j'ai pas, si vous voulez, les conclusions. Les conclusions, c'est l'argumentaire écrit que chacune des parties s'échange, si vous voulez, et que moi, je ferai pour vous. Donc, je ne dispose pas de ces éléments-là. Et en gros, je n'aurais pas, vous savez, j'ai envoyé un courrier à Air France, à la direction d'Air France, il y a déjà un bon mois, je pense, je ne sais plus, mais oui, je crois que c'était le 16 septembre, mais je ne sais plus exactement. Non, je ne sais plus. Je vérifierai. Et je n'ai eu aucune réponse pour leur dire que j'avais été mandatée et que on allait faire une action, etc. Je n'ai eu aucune réponse. Donc, on aurait pu avoir une ébauche d'argumentaire de défense s'ils avaient répondu à mon courrier, ils ne l'ont pas fait. Donc là, on aura les arguments d'Air France dans le cadre du contentieux prud'homal au moment où ils devront, eux, communiquer leurs conclusions en réponse. Et c'est ce que je vous disais, c'est lors de la première audience qu'on appelle de conciliation que les conseillers prud'homaux fixeront un calendrier de procédure, la date en premier pour nous pour communiquer nos conclusions définitives et la date pour Air France pour communiquer ses conclusions en défense. Et c'est dans le cadre de cette seconde date qu'on aura les arguments d'Air France pour leur défense. Le montant des dommages et intérêts que je demande, alors je n'ai pas encore du tout fixé. Alors, je pense qu'il y aura des… Alors, je sais que vous avez entendu parler de 10 000 € par des avocats d'autres syndicats. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas du tout ces montants-là. Parce que si on demande des montants déraisonnables, on va perdre toute notre crédibilité devant le conseiller prud'homal, devant les conseillers prud'homaux, devant le conseil de prud'homme. Et vu l'effet de masse, ça va les énerver. Attention, les conseillers prud'homaux, c'est une justice de magistrats non professionnels. S'ils ont affaire à des demandes qui sont complètes, qui sont pas précises, c'est-à-dire rappel de salaire à l'arrache, je parle comme ça parce que je sais que c'est ce que certains vont faire, pas précises, se fonder sur aucun tableau, sans calcul, etc. Et des demandes de dommages et intérêts qui sont pas alimentées, pas explicitées, explicitées pour chacun d'entre vous, pas prouvées.
on va être débouté de tout, ça va les agacer. Et moi, je suis pas ce genre d'avocate. J'estime que quand on demande des dommages et intérêts, on doit justifier le préjudice pour lequel on estime qu'on nous doit des dommages et intérêts. Alors, je vous l'ai dit, il y aura des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Là, du coup, par rapport au pilote, là, ce sera le même montant pour chacun d'entre vous. Donc là, je ne l'ai pas encore déterminé. Il faut que je regarde aussi par rapport au montant du rappel de salaire qui va ressortir de tous mes calculs pour chacun d'entre vous. Ça va aussi jouer, ce montant de rappel de salaire, l'impact sur votre évolution de carrière, etc. Si, par exemple, il y en a qui sont partis à la retraite ou qui sont partis, je dis n'importe quoi, ou qui ont quitté l'entreprise avant d'atteindre l'échelon 10, alors qu'ils auraient dû atteindre l'échelon 10 s'il n'y avait pas eu ce gel pendant 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça rentre en compte. Donc, c'est aussi individualisé. Donc, voilà, moi, je ne l'ai pas encore déterminé, ce montant de dommages et intérêts. Je pense que j'aurai une ébauche de ce que je solliciterai une fois que j'aurai peut-être travaillé sur une centaine de dossiers pour voir en moyenne le montant du rappel de salaire que je solliciterai pour chacun d'entre vous et l'impact sur vos carrières respectives. Là, comme ça, c'est fonction de ce que ça vous crée comme préjudice. Et c'est ça qu'il faudra mettre en avant. Donc, c'est pas un montant à sortir comme ça de nulle part. Moi, en tout cas, sachez que je ne demanderai pas 10 000 € de dommages et intérêts parce que c'est un gros risque de se faire débouter et de se faire décrédibiliser devant la justice prud'homale, devant le conseil de prud'homme et de voir nos juges, parce que ça va être nos juges, agacés par tout ça. J'espère donc répondre à cette question. Si Air France est déboutée, quid de la CRPN? Les bulletins de salaire seront corrigés sur 3 ans. Tout à fait. Alors, tout dépend de ce qu'on va demander. C'est là où il faudra être précis dans nos chefs de demande, dans nos requêtes. Si on demande donc le rappel de salaire et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, généralement, c'est ce qu'on marque. Alors, Air France ne sera pas obligée de donner des bulletins de paie rectifiés depuis avril 2016. Elle pourra faire des bulletins de paie qui constatent ce rappel de salaire pour les cotisations sociales, les cotisations salariales patronales, la retraite, les cotisations à la retraite, etc. Enfin, toutes les cotisations, en fait, si vous voulez. Elle peut le faire par année, par exemple. Elle n'a pas d'obligation d'éditer un bulletin de paie par mois rectificatif. Elle peut faire un bulletin de paie rectificatif global qui acte de ce rappel de salaire pour bien faire marquer, en gros, les cotisations. Ou alors, elle peut faire ce qu'on appelle un bulletin de paie rectificatif par année, etc., etc. Maître, vous évoquez à juste titre les demandes qui peuvent nous décréditer. Est-ce que le fait qu'il y ait des demandes diverses et variées peut également nous discréditer? Qu'est-ce que vous appelez par demandes diverses et variées? Il y aura, pour moi, je vous explique, si on a des demandes qui seront différentes pour chacun d'entre vous, parce qu'on ne va pas aboutir à un même rappel de salaire. Vous n'avez pas tous le même salaire, vous n'avez pas tous le même échelon, vous n'allez pas être impactés tous de la même manière. C'est une certitude qu'on n'aura pas le même montant de rappel de salaire pour chacun d'entre vous. Et j'ai envie de dire, ça nous crédibilisera, si vous voulez, de ne pas avoir le même. Parce que si on demande tous le même rappel de salaire, pour le coup, là, on sera décrédibilisé parce que les conseillers prud'homaux sauront qu'on n'a pas travaillé. Clairement, qu'on n'a pas fait un tableau, que c'est pas sérieux ce qu'on a fait. Pour les dommages et intérêts, il pourra y avoir effectivement des différences en fonction de la situation et je me permets de faire une petite parenthèse juridique qui est importante. Depuis avril 2016, ce qui est marrant, c'est que ça concorde avec le demande de rappel de salaire pour vous. Je viens juste de la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt où désormais, même quand l'employeur il manque à ses obligations dans le cadre de l'exécution d'un contrat, il n'est plus automatiquement condamné à payer des dommages et intérêts. On doit, nous, salariés, démontrer le préjudice que cela nous a causé. Et ça date, c'est un arrêt du 13 avril 2016. Et depuis cet arrêt-là, il est confirmé dans tous les domaines. Je crois que cet arrêt d'avril 2016, dans mes souvenirs, concernait une remise tardive d'une attestation Pôle emploi. Et cette question du préjudice à prouver à chaque fois qu'on demande des dommages et intérêts, elle a été confirmée dans tous les domaines du droit du travail depuis avril 2016. Donc, moi, je ne ferai pas dans mes conclusions une partie sur les demandes de dommages et intérêts. On demande 10 000 € parce qu'on a été préjudicié du rappel de salaire. Non, il faudra que j'explicite en quoi consiste le préjudice, comment ma carrière a été préjudiciée, où j'en serais aujourd'hui si vous voyez ce genre de choses. Maître, je crois que la question était plus
si les différents avocats des différents syndicats Ah, d'accord. demandent, si par exemple un demande 15 000 euros pour tout le monde, que l'autre, vous par exemple, demandiez, je dis au hasard, 5 Ouais. 7 000, Ouais. est-ce que ça peut pas décrédibiliser l'ensemble du truc? Je pense que la question venait de là. D'accord, excusez-moi. Merci Emmanuel d'avoir clarifié. Je n'avais pas compris effectivement. Et donc effectivement, Céline confirme que c'est ça. Alors oui et non parce que les conseillers prud'homaux sont tout à fait comment dire coutumiers d'avoir des mêmes dossiers gérés par des avocats différents. Donc ils savent que un type d'avocat, un avocat, va pas traiter les dossiers de la même manière. Donc oui et non. J'ai envie de vous dire que pour moi, l'avocat, et c'est pas du tout un jugement de valeur de mes confrères parce que je ne me permettrai pas, un avocat qui demandera 15 000 euros alors qu'un avocat à côté va demander 2 ou 3 000 euros, eh ben, le rôle en principe du conseiller prud'homal dans son délibéré, c'est d'aller dire bah, mon Dieu, quel est le préjudice pour solliciter une telle somme et d'aller lire l'argumentaire, si vous voulez, de l'avocat qui demande 15 000 euros et de le comparer avec celui qui demande 2 000 pour se dire bah, est-ce que c'est justifié. Voilà. Donc, pour moi, je pense que de toute façon, demander 15 000 euros, ça décrédibilisera les avocats qui demanderont autant. Et l'objectif, c'est pas de demander le moins possible pour être sûr de gagner. C'est pas du tout ça. L'objectif, c'est de solliciter des dommages et intérêts au plus proche du préjudice que vous avez vécu. Voilà. C'est ma meilleure réponse. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous remercie, maître. Oui. C'était Je ça. vous entends. Ah, ok, voilà. Donc, j'ai répondu. Alors, quels sont les arguments? Quel est l'air si Air France débuté? Maître, vous évoquez, je te demande qui peuvent. Voilà. 6 300 sommes brutes ou nettes. C'est en brut que je fais toujours mes calculs. Donc, ça veut dire que, effectivement, vous n'aurez que du net et que ça, ce sera calculé et projeté. Vous enlevez à peu près 23% de charge salariale. Ça fait 6 300. 6 300 moins 1 500, on va dire à peu près. Donc, on est à 4 008 net. Somme sur laquelle vous avez pris les 10%. Moi, je ne prends que sur le net. Je ne prends pas sur le brut. Ce serait quand même extrêmement dégoûtant de vous prendre 10% sur du brut. Est-ce imposable? Oui. Le rappel de salaire, c'est imposable. Et les dommages d'intérêt, l'article 700, non, ce n'est pas imposable. Alors, je fais une toute petite parenthèse. Imaginons mais je n'y crois pas une seconde. Enfin, j'y croyais au début, mais vu la posture d'Air France, j'y crois de moins en moins. Quand on va déposer toutes nos requêtes, que ce soit juste l'UNSA ou d'autres syndicats, etc., il va y avoir un effet de masse, etc. Donc, moi, en tant qu'avocate, généralement, dans ce genre de situation, je peux logiquement et objectivement penser que Air France, au lieu d'aller au casse-pipe et à se faire condamner, si vous voulez, sur 12 000 dossiers, par exemple, Air France va régulariser la situation soit d'elle-même, soit via des accords, ce qu'on appelle transactionnels. Dans ce cas-là, si jamais ça se présentait, de régulariser la situation par un accord transactionnel, les sommes n'auraient pas la nature de salaire et donc, dans ce cas-là, ce ne serait pas imposable. Toute petite réserve qui est quand même une énorme réserve. J'imagine quand même mal Air France essayer de négocier sous forme de dommages et intérêts les montants qu'on demande en rappel de salaire, sachant que l'URSSAF sera derrière à vérifier, si vous voulez, les accords transactionnels conclus et qui verront que nos saisines initiales concernaient principalement comme chef de demande des rappels de salaire. Il y aurait un détournement évident perçu par l'URSSAF et donc il y aurait un redressement. Pour ça, nous, on s'en fout, les salariés ne sont pas concernés. Moi, c'est ce que je mets dans mes protocoles. Si Air France décide de prendre le risque de se faire avoir un redressement de l'URSSAF, c'est son problème, c'est pas celui des salariés. En tout cas, donc voilà, rappel de salaire, c'est évidemment imposable. Dommage d'intérêt, article 700, c'est pas imposable. Un fichier PDF regroupant les fiches de paie par année vous convient-il ou souhaitez-vous obligatoirement un fichier PDF par fiche de paie? Ah non, je veux surtout pas un fichier PDF par fiche de paie. Vous pouvez me faire un fichier global de toutes les fiches de paie. Moi, ça me va super bien. Ou un fichier par an, ça me va aussi. Mais si pour vous, c'est plus simple de faire un fichier global par dossier, par salarié, ça me va parfaitement. Le rappel des salaires concerne-t-il bien la période de 2016 à aujourd'hui, soit 6 ans à aujourd'hui? Oui, avril 2016 à aujourd'hui.
Je le rappelle, hein, c'est parce que je pars du principe que la procédure introduite par l'UNAC en novembre 2016 en novembre 2018, pardon, a interrompu le délai de prescription. On verra ce qu'Air France nous rétorque en face. En tout cas, je sais qu'on sera plusieurs avocats à soutenir que la procédure qui a été initiée par l'UNAC devant le TJ puis devant la Cour d'appel a interrompu la prescription. Donc, comme ils ont saisi en novembre 2018, on peut remonter 3 ans avant novembre 2018. Donc, pour moi, l'impact, l'intérêt, c'est de remonter à avril 2016. Donc, voilà, on verra ce que nous répond Air France. Combien de temps pourrait prendre toute cette procédure? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Devons-nous nous inscrire pour générer une liste des participants à cette requête? Quand devons-nous nous envoyer les honoraires demandés et à quelle adresse? Alors, l'adresse, vous l'aurez, vous l'avez déjà, Laetitia l'a envoyée et je pense qu'elle la renverra et qu'elle sera mentionnée dans la FAQ qui vous a été adressée. Alors là, on va en discuter avec l'UNSA. Hein. Les projets de convention sont déjà rédigés. Il faut qu'on s'organise, je pense. Thibaut, Emmanuel, je parle sous votre contrôle. Il faut d'abord qu'on fasse le point, entre nous, pour savoir quand on mettra en ligne la convention d'honoraires et que ceux qui voudront lancer cette action puissent indiquer leur nom sur cette convention, la régulariser et m'adresser les fichiers sur l'adresse mail dédiée pour que la procédure parte et que ça engendre le paiement des honoraires. On est d'accord? Alors, tout à fait, maître, c'est ce que vous aviez dit un peu plus tôt dans la visio. De toute façon, donc, le forfait, la somme forfaitaire des 150 € hors taxe est à payer au moment de la signature de la convention vous liant aux salariés. Et évidemment, après, le pourcentage sur le résultat est au moment des résultats et non pas avant. Pour ceux qui ont une protection juridique à la marche à suivre pour la procédure, puis indiquer, voilà, contact. Alors, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'avais répondu sur ce point. Je veux bien que vous preniez attache avec votre protection juridique pour savoir comment ça se passe. Et moi, je préfère, pour m'éviter vraiment du travail administratif en plus, que vous avanciez l'argent et que la protection juridique vous rembourse sur présentation de la facture qui vous sera donnée une fois que vous aurez payé les honoraires. D'accord? Je préfère que ça se passe comme ça. Parce que, alors, ils sont très rapides généralement parce qu'il y a des protections juridiques qui règlent directement à l'avocat, mais il faut leur envoyer tout un tas de paperasse. Et si on est 500, moi, j'y arriverai pas. Enfin, je vous le dis franchement, je préfère me concentrer sur le fond du dossier, sur le tableau de rappel de salaire et l'argumentaire juridique plutôt que de passer 1 heure par jour pour 500 personnes à devoir répondre à une protection juridique. Voilà, c'est pas du tout un reproche, mais j'espère que vous pourrez comprendre ce point-là parce que pour moi, ça fait vraiment trop de travail. Et je sais qu'il suffit de dire à la protection juridique, de leur dire, j'ai payé l'argent, moi, je vous donne une facture en tant qu'avocat qui dit qu'effectivement, vous avez bien réglé les sous et la protection juridique vous règle directement. Mais il faut contacter. Vous, Thibaut, vous aviez répondu, pardon, je suis désolée. Peut-on envoyer le dossier complet par courrier? Donc là, je réponds à Anne-Lucie Villette. Oui, ça ne me pose pas de difficulté. Après, je préfère quand même par mail. Si vous êtes 10 à l'envoyer par courrier, ça me va. Mais je préfère dans la mesure du possible par mail. Après, ceux qui n'ont pas de scan ou de trucs comme ça, je comprends. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'envoyer par courrier. L'adresse mail commence par HEG, non, par HG. HG, sorry, mais le mieux, le Graal, c'est la FAQ sous appli. Oui, voilà. Une communication globale sera refaite avec des rappels, etc. Pour ce genre de détails. Attendez, alors là, avez-vous un logiciel qui permet d'accéder à un espace client afin que nous versions les pièces sollicitées pour visiter tous les mails? Par ailleurs, est-il possible de vous solliciter via Meetlo pour ne pas vous saturer? Si tel est le cas, peut-être envisager une autre visio moins chronophage que du cas par cas. Alors, je n'ai pas encore d'espace client, mais je peux demander, j'ai un informaticien qui est génial, je peux lui demander s'il peut me créer ça. Je me le note, d'accord? Quid espace client pour verser pièces sollicitées. Demander. OK. Et alors, Meetlo. Alors, je suis nulle en informatique. Désolée. Donc, je ne sais pas ce que c'est Meetlo.
Mais en tout cas, j'imagine, si c'est un truc pour communiquer, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, oui. C'est à nouveau Céline. C'est un site ou une plateforme sur lequel nous pouvons prendre des rendez-vous avec vous et les programmer donc en fonction de vos disponibilités, des créneaux que vous avez à nous accorder. Après, ça ne doit pas évidemment saturer votre temps de travail, donc c'est pour ça que je pense que les syndicats s'en occuperont, ils sont très bons pour ça. Aussi bien pour nous transmettre les informations que pour éventuellement ressolliciter une visio qui évitera des questions répétées, redondantes. Complètement. Merci. Pour l'UNSA, alors là, il y a une question pour l'UNSA. Je pense que Thibaut et Emmanuel, vous l'avez vu. Comment prévoyez-vous le début de cette procédure? Signature convention, puis envoie tous les éléments. Sur FAQ, il est inscrit la date du 9 décembre. Alors, oui, je confirme, c'est bien le 9 décembre, maître. D'accord. 9 décembre pour la réception des documents, de façon à ce qu'on puisse saisir avant la fin de l'année. Ouais. Ok. Bon, voilà, ça a répondu. J'ai rattrapé toute la liste des messages. Vous avez été trop forte, là, surtout là. Non, par contre, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez vraiment pas. Moi, je veux dire, je fais la même chose avec tous mes clients. Donc, je suis là pour ça et cette visio, elle est là pour ça. Donc, s'il y a des trucs qui vous semblent même lambda, il n'y a pas de questions bêtes, il ne faut pas hésiter à les poser. Hein. Vaut mieux qu'on évacue plein de questions aujourd'hui, je pense que c'est important, plutôt qu'il y ait des choses lambda qui auraient pu être évitées, qui arrivent après. Enfin, vraiment, moi, je suis complètement disponible pour répondre à toutes ces questions. Alors, je suis en train de demander à mes collègues si, pour ceux qui ne pourraient pas scanner eux-mêmes, etc., si nous, on n'aurait pas moyen, pour les quelques personnes qui ne pourraient pas le faire, de le scanner au bureau et puis de leur remettre, s'ils viennent avec une clé USB, pour pouvoir vous le transférer sous format électronique plutôt que papier. Alors, par contre, s'il y a 200 personnes, ça va être compliqué. Mais les quelques personnes qui… Emmanuel, je me permets d'interrompre une fois de plus, de m'immiscer dans la conversation. Vas-y. Je pense qu'un tuto de votre part pourra être intéressant en termes de scan. J'ai eu pas mal de démarches à faire et j'ai donc pris connaissance de pas mal de démarches et de procédures. Il est facile, par exemple, quand nous avons un outil Apple, de scanner. Il y a différents moyens de scanner. Je pense que les autres téléphones le permettront aussi, sans forcément avoir d'application de scan ou autre. Donc, je pourrais vous en informer si besoin, mais ce n'est pas compliqué. Il suffit vraiment de donner l'info. Au départ, on peut se sentir perdu si on n'est pas du tout geek ou branché informatique, mais c'est très, très facile. Voilà. Donc, je pense que ça peut vous délester et soulager les gens qui se tracassent à ce niveau-là. Alors, Béatrice Charve, les dommages et intérêts sont-ils forfaitaires pour l'ensemble des PNC ou alloués au cas par cas? Alors, je pense, comme je vous le disais, que… Alors déjà, je ne sais pas ce que feront les autres avocats pour les autres syndicats. Et les dommages et intérêts, par exemple, pour inégalité de traitement, pour moi, ce sera les mêmes pour tout le monde parce que c'est vous contre les pilotes. Donc, pour moi, le préjudice, il est identique. Il est global pour tous les PNC, d'accord, par rapport aux pilotes. Après, pour le préjudice en termes de carrière, en termes d'impact de cette mauvaise application de l'accord par Air France, je pense que j'attendrai de voir avec une centaine de dossiers pour voir ce qui ressort, parce qu'il y a des grandes lignes qui ressortent, si vous voulez, à force de traiter des dossiers, des rappels de salaire, de l'impact sur la retraite, l'impact sur machin, etc. Je pense que j'individualiserai quand même dans la mesure du possible, parce que c'est ce qui nous est demandé, en fait, par un conseil de prud'homme, à ce que le préjudice soit… à ce que le montant des dommages et intérêts corresponde au préjudice subi par le salarié. Donc, peut-être qu'il y a des salariés qui
majoritairement auront à peu près le même préjudice en termes d'avancement de carrière, en termes de rappel de salaire, etc. Peut-être que d'autres seront un peu plus impactés par rapport à une sortie des effectifs avant qu'ils aient pu atteindre l'échelon 10. Je dis n'importe quoi, hein, alors que s'il n'y avait pas eu ce gel, ils l'auraient atteint. Vous voyez, enfin, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça dépendra en fait de ce qui ressort de mon travail au fur et à mesure. Voilà. J'espère que c'est une réponse qui est à peu près satisfaisante. Si Air France est déboutée, les retards des échéances seront-ils réactualisés sur les salaires futurs? Évidemment. Enfin, alors, la question n'est pas bien posée, mais en fait, elle est tout à fait compréhensible. Si on gagne, moi, je demande votre repositionnement, si vous voulez. Donc, évidemment que vous allez être positionné au bon échelon qui doit être le vôtre s'il n'y avait pas eu cette erreur commise sur la date de prise en compte pour redémarrer en avril 2016. Évidemment, moi, ça fait partie de mes demandes, hein, le repositionnement au bon échelon, évidemment. Peut-on connaître notre rattrapage de salaire avant de s'engager dans le procès? Bah non, je suis désolée, mais pour le coup, vu le travail que c'est de faire un tableau, vous n'avez pas idée de ce que ça représente de faire tout ce travail-là pour chaque salarié. Si vous voulez, bah non, parce que enfin, en tout cas, vous pourrez. Si. Ma réponse, elle n'est pas bien formulée. Vous pourrez, mais il faudra avoir payé les 150 € hors taxe, si vous voulez. Vu le travail à fournir, moi, je ne peux pas passer peut-être, je sais pas, 300 heures de travail pour qu'à la fin, vous me dites tous, en fait, on n'y va pas. C'est pas possible. Donc, vous pourrez, vous aurez signé la convention d'honoraires. À partir du moment où la convention d'honoraires est signée et payée, moi, je me mets à travailler. Et après, libre à vous, en fonction du montant que je calcule, d'agir ou pas, si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, je ne pourrais pas faire les calculs de rattrapage de salaire sans être payé. Pour le coup, c'est un travail, je vous assure, qui est énorme. Enfin, c'est très, très dense. Hein. C'est très, très dense parce que c'est individualisé et que je ne fais pas un travail de fourchette. Je saisis pour tout le monde, quoi. Je veux dire, pour le rappel de salaire, c'est pour chaque mois, pour chacun d'entre vous, en fonction de votre salaire à vous, de votre échelon, de votre situation, de votre dernier changement d'échelon. Donc, c'est une procédure individualisée. Donc, je ne peux pas me permettre de travailler sans être payé, si vous voulez. C'est pas possible. Je dois malheureusement quitter la visio. Pas de souci, Franck. Tous les syndicats engagent-ils une telle procédure? Je n'en sais rien. Je pense que c'est vous, dans l'entreprise, qui voyez plus passer les tracts des différents syndicats. Donc, vous êtes mieux informés que moi sur ce point. On peut scanner avec nos cabines pads depuis l'application Note. OK. Vous avez Office Dépôt ou autres qui font parfaitement le job. Certes, c'est 30 € de plus, mais le confort n'ont pas de prix. Des photos, c'est JPEG, des documents, c'est OK aussi, ouais. Du moment que c'est lisible, tout ce qui est flou, moi, ça ne m'intéresse pas parce que, pour le coup, le rappel de salaire, comme c'est à la virgule près, hein, les montants, etc., il ne faut pas que le bulletin de paie soit flou. Donc, moi, sur mon téléphone, j'ai Skynable, je ne sais pas si vous connaissez. C'est hyper bien, c'est trop, trop bien. Et quand j'ai pas par exemple, que je suis à une audience et que y a un confrère qui produit un truc de dernière minute et que je veux produire une pièce, je la prends en photo avec Skynable, justement, et c'est hyper bien, en fait. Voilà. Enfin, si jamais. Mais je suis pas du tout geek. Je suis nulle en informatique, donc je suis pas une référence, donc il vaut mieux que vous écoutiez tous vos collègues qui sont bien meilleurs que moi. 9 décembre étant la date limite, comment et quand vous dire que l'on souhaite entamer cette procédure? Eh bien, avant le 9 décembre. Comment recevons-nous la convention d'avocat? Et alors ça, c'est quelque chose toujours sous le contrôle de Thibaut et d'Emmanuel. C'est quelque chose, on n'a pas encore déterminé, mais on pense, je parle sous le contrôle de Thibaut, on pense que on mettra une convention, on va dire, pas vierge parce qu'elle ne sera pas vierge, mais une convention modèle, voilà, en ligne pour chacun d'entre vous, et que si vous voulez lancer la procédure, il suffira d'indiquer là où c'est indiqué nom, prénom, adresse, d'indiquer votre nom, prénom et votre adresse et de la signer, en fait. Voilà. Je mettrai, parce qu'après, vous verrez dans la convention d'honoraires qui est rédigée, on fait référence au salarié et à l'avocat. Donc, ce n'est pas monsieur ou madame, machin, et c'est juste la première page où doit être mentionné le nom, prénom et l'adresse du salarié concerné.
Donc ça, ce sera reconfirmé par la suite, mais on doit en discuter encore avec l'UNSA, mais c'est ce qui s'est dit là récemment. On pense que c'est la chose la plus simple et la plus pratique à faire en fait. Comment recevons-nous la convention d'avocat, hein? Est-il possible d'avoir accès à plus de simulations de rattrapage de votre part afin de prendre notre décision pour savoir si on souhaite faire cette action en justice avec un échelon assez bas, une position d'hôtesse? Alors, oui, j'ai 3 autres dossiers tests en cours que je devrais être en mesure de faire assez rapidement. Donc, que je vais faire, et ça concerne aussi des hôtesses. Donc là, je pourrais vous faire un retour effectivement. Je pense peut-être que le mieux, ce serait, mais je parle sous le contrôle d'Emmanuel Thibault, de Laetitia et de tout le bureau, que peut-être une fois que j'aurai fini ces 3 autres dossiers tests, on pourrait mettre dans la FAQ les résultats en fait je ne sais pas si on peut actualiser régulièrement la FAQ ou quoi que ce soit, mais le résultat de ces 4 dossiers tests pour dire, voilà, pour telle personne qui est passée échelon 7 en décembre 2011, voilà, et le poste, voilà le rattrapage de salaire calculé. Pour telle autre personne qui a passé, vous voyez ce que je veux dire, et mettre ces 4, je pense que ce serait une bonne idée pour vous permettre d'avoir un ordre d'idée de ce que ça fait, entre guillemets, quoi. Sachant que je n'écrirai jamais que c'est ce que vous aurez, parce qu'il y a toujours des particularités par salarié. Je ne sais pas s'il y a des congés parentaux, des congés maternité. Tout est particulier, les périodes d'arrêt maladie. Donc, ce sera un ordre d'idée, d'accord, pour vous permettre de faire votre choix. Tout à fait, maître, vous avez 1000 fois raison. Par exemple, moi-même, donc étant simplement STEW et échelon 3 à l'époque du gel des échelons, pourra donner un ordre d'idée pour quelqu'un qui était donc dans les plus basses tranches des grilles salariales. Ouais. Non, mais je pense que c'est une très bonne idée pour permettre à tout le monde d'avoir une vision, en tout cas, grosso modo, de ce que ça représente, en tout cas. Dans les dossiers que vous commencez à tester, je crois qu'il y a vraiment différents cas, des plus jeunes, des moins jeunes, des stews, des hôtesses, etc. Ça va pouvoir permettre de se faire une petite idée pour tout le monde. Non, justement, le préjudice n'est-il pas plus important pour quelqu'un qui a été gelé à l'échelon 1 plutôt qu'à l'échelon 8? Faut voir en pratique, mais oui, effectivement, ça me semble parce que il serait de toute façon, il est arrivé beaucoup plus vite à l'échelon 10 et qu'à un moment donné, à partir du moment où on est à l'échelon 10, on a rattrapé, si vous voulez, tout le préjudice, et donc il y a moins en tout cas, la période de préjudice, elle est stoppée, alors que pour celui qui était plus bas, la période de préjudice, elle continue, si vous voulez. Donc, oui, effectivement. Alors, attendez, justement. Bonjour, Séba, si tu regardes le montant, ok, ouais. Tu vois, ce sont les échelons les plus élevés qui coûtent le plus cher. Lorsque l'on change de fonction durant la période concernée, ok, la grille de changement d'échelon n'est plus la même. Cela a-t-il également un impact dans le rattrapage? Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de vos bulletins de paie en cours de procédure, par exemple. Merci Thibault. Scannable, ouais, je crois que c'est ça. Merci pour votre réponse. Je pensais que le calcul était plus facile à faire. Non, c'est très, 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 très compliqué. Oui, mon nom est bien Hélène Gorkeviez. Bonne journée. Je crois que Franck a levé la main. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Est-ce qu'il a une intervention à faire? Je ne sais pas si tu m'entends, Franck. Apparemment, non. A-t-il d'autres questions? Après, vous pouvez toujours continuer à nous envoyer les questions sur notre boîte mail aussi, et on transmettra ou poser directement les questions à mettre. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses, Thibault? Comment je fais pour écouter Franck? Je lui ai posé la question justement et il n'intervient pas, donc c'est peut-être il a levé la main à un moment et là, il a relevé la main. Parce que moi, il apparaît toujours comme main levée. Si, oui, Il effectivement. va avoir mal au bras. En tout cas, merci maître pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, pour toutes les explications qui ont pu être apportées sur les différents cas.
En effet, il est compliqué de donner un chiffrage individualisé pendant cette visio, puisque chaque cas, comme vous le disiez, est vraiment personnel en fonction des activités des uns et des autres, des congés, des reliquats de congés ou peu importe quoi. De notre côté, évidemment, on reste disponible, que ce soit par mail, par la permanence ou peu importe quoi, par téléphone pour recueillir d'autres questions. Et d'ici là, donc, comme on vous le rappelait, une visio, un replay de la visio sera très rapidement disponible et on mettra à jour la FAQ avec les questions qui ont été posées aujourd'hui. Super. Voilà, merci à tous en tout cas de vous être connectés aujourd'hui. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à nous refaire part de vos questions ou de vos doutes s'il en reste. Merci à tous en tout cas et une très bonne fin de journée. Merci. À bientôt, Maître, au revoir. il y avait une dernière question sur l'identité. Attendez, je n'ai pas vu. Ouais, Il y a tellement de merci là. Pour l'identité quotidienne extrait de la connaissance. Pas du tout, pas du tout. Oh là là. Non, les conseillers prud'homaux ne sont pas la police. Donc, rassurez-vous. Et moi non plus, loin de moi cette idée. Non. Alors, j'ai même pas besoin de votre carte d'identité. Hein. Donc, j'ai juste besoin que vous ne fassiez pas de faute lorsque vous m'indiquiez votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Et nom d'épouse pour je l'ai bien précisé, pour les femmes mariées. Et oui, c'est encore comme ça en France où on nous demande notre nom d'épouse. Enfin bref, ça c'est mes petites observations personnelles. Mais si vous êtes marié, il faut nom d'épouse et nom de jeune fille. Mais pas de faute surtout. J'ai pas besoin de la carte d'identité. Enfin franchement, vous pouvez, hein, mais voilà. Alors, surtout que dans les cartes d'identité, les domiciles sont pas à jour généralement de où on habite parce qu'elles sont vieilles ou des choses comme ça. Il me faut vraiment nom, prénom, nom de jeune fille si vous êtes marié, date et lieu de naissance et domicile actuel. Et s'il change en cours de procédure, j'insiste, ça peut vous paraître débile, mais j'insiste vraiment sur ce point, il faudra absolument me donner votre adresse, votre nouvelle adresse, parce que la notification postale d'un jugement prud'homal, c'est hyper important dans la procédure. Hyper important. Je me permets juste, si on a un nom d'usage. Oui, bah vous pouvez le mettre aussi. D'accord, très bien. Pas de justificatif de domicile non plus. Non. Alors là, vraiment, juste que vous vous trompez pas, relisez-vous quand vous m'envoyez les documents, parce qu'une faute d'orthographe, vous n'avez pas idée de ce que peut faire une faute d'orthographe dans un nom de famille sur une procédure. C'est terrible. Enfin, je vais pas vous évoquer des affaires pour lesquelles j'ai eu. Mais voilà, donc pas de faute d'orthographe, bien se relire sur les adresses, etc. Parce que une toute petite boulette peut avoir des conséquences très, très préjudiciables sur une procédure. On précisera encore dans les fakes et dans les notices, on pourra communiquer. Je vous propose de terminer cette visio. Vous laissez travailler un peu également. Il y a Caroline, mais je réponds juste à Caroline. Pour l'assistance juridique, je leur lis la fac pour expliquer. Vous pouvez. Complètement. Mais je vous dis, hein, les assistances juridiques, on travaille avec beaucoup d'elles, elles prennent elles couvrent 1000, 1200 euros d'honoraires. Donc, vous serez largement couvert. Voilà. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci Maître. Thibaut, si tu as quelque chose à dire, je pense qu'on va laisser tout le monde retourner leurs occupations. Oui, tout à fait. Juste pour les connecter encore, commencer à rassembler les pièces justificatives qui sont mentionnées dans la FAQ. Et de toute façon, on reviendra vers vous tous et vous toutes très rapidement. Merci encore, Maître, et très bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Maître. Bonne journée, tout le monde. Au revoir.